Maintenant, je vais revenir sur la notion de notation complexe et ce qu'elle apporte comme avantage dans la gestion ou la manipulation de ces formalismes des ondes planes. Alors, je répète que dans la notation complexe, nous avons défini une onde électromagnétique par son champ, par une écriture complexe, telle que une onde psi, c'est la partie réelle de psi 0 l'amplitude exponentielle de moins i oméga t moins kx. Je rappelle que psi, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde qui peut remplacer E, B ou les autres composantes du champ électromagnétique. Très bien. Maintenant, regardons un petit peu en détail ce que ceci nous donne. Lorsque j'applique les variations spatio-temporelles sur cette fonction, donc la dérivée par rapport au temps, si je dérive celle-ci par rapport au temps, vous voyez, c'est moins i oméga fois psi. Si maintenant, et de là, je pourrais dire que finalement, la variation par rapport au temps revient à multiplier la fonction. Si j'applique une fonction psi à une fonction psi, j'applique la variation par rapport au temps, ça revient à multiplier la fonction psi par i oméga. Très bien. Je fais de même pour la variation spatiale. Donc, c'est la variation par rapport à x. Si vous calculez par rapport à x, donc vous voyez le moins par moins k fois ceci. Donc ça me fait i k psi. Et donc de là, je peux également déduire que la variation par rapport à x revient à multiplier par ik. Donc la variation d'une fonction d'onde par rapport à x revient à multiplier par ik. Maintenant, si je reviens à mes opérateurs qui m'ont permis d'établir les fameuses équations de propagation. L'opérateur nabla, c'est la variation spatiale par rapport à Ex, Y et Z. Si je choisis comme direction de propagation Ex, je le note ici, donc ici c'est direction de propagation Ex. Très bien. Vous voyez bien que l'opérateur nabla se résume à la seule composante Ex. Très bien. Alors, je répète, la variation par rapport au temps, on a vu, c'est moins i oméga. Et la variation par rapport à x, c'est i fois k. Je devrais changer de couleur. Maintenant, si je prends mes équations de Maxwell, on va commencer par l'équation rotationnelle de E, première équation de Maxwell, rotationnelle de E, égale à moins d de b sur dt. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Faraday. Si j'applique à ceci ce que je viens de faire, donc je rappelle que rotationnel n'est autre que nabla vectoriel E, égale à moins d de b sur dt. Et nabla, nous avons vu, c'est la variation spatiale. Donc ça fait d sur dx ex vectoriel E égale à moins d sur dt sur b. Je remplace d sur dx par son expression et d sur dt par son expression. Donc je vais avoir d sur dx, c'est donc i k ex vectoriel E égale à moins d sur dt, et donc ça me fait moins i oméga, et donc ça fait i oméga fois b. Vous voyez bien que le i s'en va, je vais pouvoir me débarrasser du i, je vais simplifier le i. Le k, ex n'est autre que le vecteur k, et donc ceci me donne k vectoriel E égale à b. Donc voici la première équation de Maxwell-Faraday. On va passer à la deuxième équation. Deuxième équation, rotationnelle de B égale à 1 sur C carré d de E sur dt. C'est ce qu'on a appelé l'équation de Maxwell-Ampère. Donc je fais pareil. Rotationnelle, c'est nabla vectoriel B égale à 1 sur C carré d sur dt de E. Nabla, on l'a rappelé à l'instant, n'est autre que la variation par rapport à x. Donc c'est d sur dx ex vectoriel b égale à 1 sur c carré. Et d sur dt, c'est moins
I oméga appliqué à E. Très bien. Ceci me permet de d'écrire, alors peu importe comment je vais le faire, je vais simplifier, il me manque un I quelque part. Ah oui, le D sur DX, je ne l'ai pas remplacé. Alors D sur DX, on a dit c'est IK, d'accord? Donc IK ici, EX, vectoriel B, égale à moins 1 sur C carré, moins I sur C carré oméga, fois E. Et donc là, je vais pouvoir donc me débarrasser du I. Et ceci n'est autre que K, vectoriel B, égale à moins oméga sur C carré E. Très bien. Les dernières équations qui me restent à déterminer, ce sont les divergences. Alors, troisièmement, nous savons que divergence de E égale à 0. Or, la divergence, c'est encore une fois d sur dx, ex scalaire, E égale à 0. J'efface ceci. Ce n'est pas un vecteur. D sur dx, c'est donc ik. Donc c'est qui ik ex scalaire E égale 0. I s'en va puisque de toute façon c'est égal à 0, donc c'est une constante. Et ici j'obtiens K scalaire E égale à 0. Et il me reste la dernière équation qui est divergence de B qui est égale à 0. Et donc je vais avoir exactement la même chose. D sur dx ex scalaire B égale à 0. Donc j'en déduis directement que K scalaire B égale à 0. Les conclusions. À partir de tout ça, qu'est-ce que j'obtiens ici, je montre que B, K et B sont orthogonaux. K et B perpendiculaires entre eux. Je devrais mieux l'écrire plus proprement. K perpendiculaire à B. Je répète que K n'est autre que la direction de propagation et que B, c'est une des composantes du champ. Donc B perpendiculaire à la direction de propagation. De même, ici, je montre que K est perpendiculaire à E, puisque, là encore, le champ électromagnétique est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ça me ferait en quelque sorte le champ électromagnétique ou la l'onde électromagnétique perpendiculaire à K, qui est la direction de propagation. Je vais remonter un petit peu vers mes premiers résultats, et qu'est-ce que je constate? Que K vectoriel E me donne B, ça veut dire que B est perpendiculaire au plan formé par la direction de propagation et par le champ E. Mais également, K vectoriel B me donne moins E, ça veut dire que j'ai là encore l'aspect trièdre que forme la direction de propagation, le champ E et le champ B. Si je fais une petite représentation ici, vous voyez, alors rapidement, je vais revenir là, voilà, alors rapidement, si je fais une représentation, si je considère, je vais prendre une direction quelconque, K étant celle-là, voilà ma direction de propagation, E perpendiculaire, il appartient à un plan perpendiculaire aux deux, donc je la mets sur ce plan, perpendiculaire à la direction de propagation, donc BE appartient à cette direction, à ce plan, et donc vous voyez que lorsque je fais le produit vectoriel de K par E, ça me donne quoi? Ça me donne le troisième vecteur, qui est dans le même plan que E, qui est le vecteur B. Maintenant, vous voyez que si je fais K vectoriel B, je vais prendre une autre couleur, si je fais K vectoriel B, si je fais K vectoriel B, vous voyez que je tourne dans le sens inverse et ça me donne moins E. K vectoriel B, vous voyez, c'est tournant. Quand vous tournez comme ça me donne moins E puisque c'est un vecteur opposé au vecteur E. Donc voilà comment est-ce qu'on, grâce à cette écriture complexe, on peut interpréter ou retrouver les propriétés des
ondes planes, et donc tout particulièrement l'orthogonalité entre la direction de propagation et le champ, et puis l'orthogonalité entre les deux champs eux-mêmes. Il me reste une dernière chose à expliquer pour aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la vitesse de phase. Je vais prendre une couleur, vitesse de phase. Alors, je vais reprendre exprès ce que j'ai, l'onde qu'on a, et je rappelle que l'onde, une onde psi quelconque sera représentée par psi 0 cosinus oméga t moins kx moins phi si je ne définis pas un choix qui annule la phase à l'origine. Donc ça, c'est l'écriture générale d'une fonction d'onde. Si je regarde la phase de cette onde, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de l'onde. Et donc, si je reprends ma phase, donc je vais avoir phi égale à oméga t moins kx moins petit phi. Phi, c'est la phase de l'origine, et grand phi, c'est la phase de l'onde tout court. Je vais l'écrire ici. Alors ça, c'est phase à l'origine. Et ceci, c'est la phase de l'onde. Alors, pour déterminer la vitesse de phase, je vais considérer, pour déterminer la vitesse de phase, la vitesse de phase je vais considérer deux plans d'onde équiphase, c'est-à-dire donc deux plans équiphases. C'est-à-dire qu'on a la même valeur de la phase, bien évidemment. Donc, forcément, deux plans équiphases, ils sont distincts. Donc, ils ont la même phase, mais ils ne sont ni à un instant, ni à un endroit identiques. Donc, si je calcule, s'ils sont équiphases, ça veut dire que dφ, je vais l'écrire là, s'ils sont équiphases, même phase, je vais pouvoir écrire dφ égale à 0, la différence de phase entre les deux égale à 0. Maintenant, si j'applique ça à dφ, donc je vais avoir dφ égale à oméga, c'est une constante, dt, puisque ce sont des phases, des plans de phase à des instants différents, dt, moins k constante, et dx. Là encore, je me suis déplacé sur une position différente. Et phi étant la même, donc dφ égale à 0. Et donc, puisque ceci égale à 0, qu'est-ce que je remarque? Que dx sur dt égale, donc je vais passer ça de ce côté-là, ou là, ceci, je le passe de ce côté-là, et je vais avoir dx sur dt égale à oméga sur k. Ceci n'est autre que c, puisque nous l'avons montré plus tôt que oméga égale à k, c, et donc ceci n'est autre que c qui est la vitesse de propagation de l'onde. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase. Et pour le cas des ondes planes dans le vide, cette vitesse n'est autre que la vitesse de la lumière. Donc dans le vide, la vitesse de phase est égale à la vitesse de la lumière, puisque l'onde électromagnétique va se propager à la vitesse de la lumière, égale à la vitesse de la lumière. Très bien, merci à vous.